Et sur ces 14 cantons, il y en a 12 dans lesquels nous allons gagner et nous avons une très sérieuse chance de gagner. Et c'est le cas ici à Noisy-le-Grand, où on est à touche-touche, et c'est certainement pour ça que Valls est venu ici en premier, mais c'est aussi le cas à Bondy, où j'ai la chance de voir se précipiter Jean-Paul Huchon, Marc Colonne, Laurent pour le PC, Emmanuel Cosse, qui sont tous en meeting ce soir, parce que les résultats sur Bondy-Pavillon sont extrêmement bons. Et la gauche est minoritaire, et nous avons une bonne capacité, j'allais dire une bonne réserve de voix si on se rapporte aux élections municipales. Le canton de Livry-Gargan-Clichy, la gauche est extrêmement faible, elle doit être aux alentours, elle est à moins de 40%, donc nous pouvons effectivement l'emporter. Neuilly-sur-Marne, c'est effectivement un canton où les choses sont plus serrées, mais on a également une très bonne chance de l'emporter. C'est le cas aussi à Montreuil. Je ne parle pas d'Aulnay, du Blanc-Ménil, de Drancy, où ces cantons-là sont quasiment sont acquis. Je pense qu'il n'y a aucune surprise possible. Dans le nord du département, le canton Épinay-Saint-Ouen, après un petit problème au premier tour, je pense qu'Hervé Chevreau a la capacité de l'emporter au second. J'en oublie certainement, mais en tous les cas, Sevran-Villepinte également, où Martine Valton est bien placée. Donc on a vraiment une chance historique de faire basculer le département, et la gauche le sent bien, parce que si on les voit, et là il faut quand même soulever un peu l'ironie désunis, ils étaient avant le premier tour, et je pense qu'en Seine-Saint-Denis, ils ont donné un sacré exemple. Ils voudraient faire croire aux électeurs qu'entre les deux tours, ils sont rabibochés, qu'ils sont ensemble sur les mêmes tribunes. Ils sont d'accord sur rien, ils sont d'accord sur une seule chose entre les deux tours, sauver leur siège ou essayer de les sauver. Et voilà ce qui, à mon avis, ne trompera pas les électeurs. Et dimanche, je pense qu'avec une mobilisation de notre électorat, mais qui, à mon avis, n'aura pas lieu qu'ici en Seine-Saint-Denis, je pense qu'il y aura une mobilisation de l'électorat de droite pour que le second tour amplifie largement le premier. Donc voilà ce qui nous fait dire qu'on va gagner dimanche soir. Et ça sera la cerise sur le gâteau. Alors j'entendais mon collègue du Val-de-Marne, Cambon, dire ce matin à la radio, ça ne sera pas la cerise sur le gâteau, ça sera le cerisier sur le gâteau si effectivement le Val-de-Marne et la Seine-Saint-Denis basculaient. Et je pense qu'on a plus de chances de faire basculer la Seine-Saint-Denis que peut-être ils ont de chances de faire basculer le Val-de-Marne. Voilà, donc on veut vous redire à tous les militants qui sont ici, à tous nos candidats, la confiance qu'on a en eux. On va se battre encore pendant les 2 jours et demi qui nous restent avant le second tour, mais je pense que la belle surprise et la belle victoire est devant nous. Oui. Le fait que vous posiez la question avant le premier tour, est-ce que la Seine-Saint-Denis peut connaître une alternance, c'était déjà en soi un événement. Et le fait qu'après le premier tour, ce soit encore possible, c'est un événement. Objectivement, moi j'ai 47 ans, ce département a le même âge. Les gens doivent se poser un certain nombre de questions. Depuis 47 ans, est-ce que ça va de mieux en mieux en Seine-Saint-Denis ou est-ce que ça va de mal en pis? Objectivement, ne serait-ce que par la fuite d'une partie de la population, ça va de mal en pis. Or, il n'y a que des socialistes et des communistes qui ont géré ce département. Jamais nous n'avons eu la chance d'avoir une autre politique. Seine-Saint-Denis n'a jamais connu d'alternance. Deuxième question qu'on peut se poser, je reprends un peu ce que disait Philippe. Voilà des communistes qui sont appelés à voter pour des candidats socialistes, alors qu'ils sont en désaccord avec la politique du gouvernement, ils ne votent pas les budgets au département, ne partagent pas les mêmes projets politiques, et que les socialistes n'ont eu de cesse depuis leur arrivée de démonter tout ce que les communistes avaient essayé de faire en termes d'action sociale. Pardon de dire que nous, on a eu une plateforme dès le premier tour pour diriger ce département. Et je pense d'ailleurs que c'est l'occasion, ça n'a malheureusement pas pu être fait jusqu'à présent dans la campagne, de montrer ce qui pourrait changer, les 5 points principaux qui pourraient changer dans notre département si nous le gérions. Une gauche qui se remet, entre guillemets, à appeler à voter ensemble alors qu'ils ne partagent plus rien. C'est-à-dire, ni au niveau gouvernemental, ni au niveau départemental. Et puis, un Manuel Valls qui vient lundi matin dans ce canton pour expliquer grosso modo que les électeurs qui sont d'accord avec sa politique doivent sauver M. Constant et sa co-listière. Je vais dire le nom, pardon.
Pas y arriver. Pas la peine de le rappeler, de toute façon, tout le monde s'en fout. Donc, la vérité, c'est que aujourd'hui, quand on regarde le département de la Seine-Saint-Denis, mais aussi quand on regarde Noisy-le-Grand, naturellement Gournay, ben, il y a les 3/4 des électeurs du département qui ont voté contre la politique de M. Valls, puisqu'ils n'ont pas voté pour les candidats socialistes. Je crois que les socialistes sont à peu près 27% dans le département. Ça veut dire que les 3/4 des électeurs de notre département aspirent à un changement. Et c'est pas en allant se regrouper sous la férule de M. Valls, l'homme du 49-3, qu'ils arriveront à obtenir un changement. Et les candidats, qu'il s'agisse ici de Brigitte Marcini ou d'Éric Almond et de leurs suppléants, qu'il s'agisse des candidats que tu as évoqués, sont les seuls candidats qui permettent d'écrire une autre histoire. Est-ce que la Seine-Saint-Denis est condamnée à la ghettoisation, à la paupérisation, à la délinquance, à l'abandon social? C'est ça en réalité la question à laquelle les électeurs doivent répondre dimanche. Il y a une véritable imposture de la part des socialistes à vouloir, comment dirais-je, rassembler au-delà des 27% qui les soutenaient. D'ailleurs, même si Pierre Laurent vient ici en échange du soutien que les socialistes leur apportent dans le Val-de-Marne, ça ne trompe personne. On voit bien même qu'il y a des candidats qui n'arrivent pas à appeler à voter les uns pour les autres. Ça n'est jamais arrivé. Donc tout ça peut effectivement être historique, simplement, il reste une condition, c'est que les électeurs qui ont envie qu'on puisse changer de politique pendant 6 ans dans notre département se déplacent. Parce que dimanche dernier, on fait de bons résultats, mais il y a beaucoup plus de gens qui ont envie d'envoyer un message à la fois au gouvernement et un message de changement dans le département. Si on veut redevenir la Seine-Saint-Denis et ne plus être seulement le 9-3, il faut qu'il y ait un nouveau président de conseil général, une nouvelle majorité. Et à ce moment-là, on pourra redevenir un département comme les autres. Ça nécessitera un effort politique, évidemment. Mais cet effort politique, il est indispensable parce que, je le répète, la Seine-Saint-Denis, elle n'est pas condamnée au ghetto. En tout cas, dimanche prochain, pour la première fois, elle a l'occasion d'ouvrir la porte du ghetto pour pouvoir en sortir. Et je pense que maintenant, l'essentiel serait qu'on puisse, avec nos 2 présidents de groupe, Stéphane Savigny et Jean-Michel Guiteau, vous dire un peu quand même quelles sont les principales choses, parce que ça, c'est pas un message départemental qui a été entendu. Quelles sont les principales choses qu'on pourrait changer dans notre département par rapport à la gestion des socialistes et des communistes, qui ne sont en accord sur rien, mais enfin qui quand même sur la bête depuis assez longtemps. Je ne vais pas dire trop longtemps, parce que le département à mon âge, ou j'ai l'âge du département, je ne sais pas. À vous. Comme vous le disiez, on n'était pas d'accord avant, nous on le subit avec, on le constate avec Jean-Michel, le conseil général, où ils sont en désaccord permanent. Le dernier vote du budget l'a montré, les socialistes et les Verts ont voté, donc 16 sur 40, sur 40 conseillers généraux. Ils étaient en désaccord avant, ils l'ont été pendant cette campagne sur les hommes et sur les femmes, mais surtout sur les idées. Je vous prends seulement 2 exemples. Sur le programme du Parti communiste, il demande le remboursement de la carte imaginaire à hauteur de 50%, que les socialistes, avec l'aide des communistes d'ailleurs, ont supprimé il y a 2 ans. Ils demandent le retour du chèque ordinateur, que les socialistes avec les communistes ont supprimé il y a 2 ans. Donc ils ne sont même pas d'accord sur les idées. Donc vous imaginez si on était obligé de repartir avec la même équipe. Et le 3e point, c'est qu'en face, avec Jean-Michel, avec l'UMP et l'UDI, on a été d'accord sur les hommes et les femmes et sur les idées, avec 5 points forts. Le premier, c'est on est le département le plus jeune de France et il y a un manque criant de places en crèche. Donc si nous arrivons aux responsabilités, nous créerons 7000 places en crèche, dont des crèches départementales. Il faut savoir que ce département n'a jamais construit de crèche départementale. Ils ont hérité des 2 départements de la Seine-et-Oise, mais jamais construit de crèche départementale. On construira 15 crèches départementales dans les villes qui aujourd'hui n'en ont pas, dont 2 qui sont sur ce canton-là, Noisy-le-Grand et Gournay. Le 2e point, c'est les chargés d'insertion. On est le département où il y a le plus d'allocataires du RSA. Et 70% d'entre eux ne sont jamais reçus par personne. Donc c'est prends ton chèque et tire-toi, alors que l'on pourrait réellement les aider. Un grand nombre de gens qui souhaitent réellement sortir du dispositif.
Et puis il y en a aussi ça leur va bien de toucher leur chèque sans rien demander à personne. Et donc il y a 200 chargés d'insertion si nous arrivons aux responsabilités qui seront recrutés, qui manquent, qui sont recrutés. Et il faut savoir que ça ferait en plus des économies au département. Alors, Thomas le sait bien, parce que on a dû le dire quelques dizaines de fois au département. Un chargé d'insertion, ça coûte 30 000 €. Un allocataire du RSA, ça coûte 6 000 €. Il suffit qu'il en réinsère 5 pour payer son salaire. Il suffit qu'il en réinsère un par mois, alors que la moyenne c'est plutôt 50. Ça fait à hauteur, pour les 200 chargés d'insertion, c'est plus de 8 millions d'euros d'économie. Donc c'est un dispositif qui, d'une part, permet aux gens de retrouver une dignité sociale, et d'autre part, fait faire des économies au département. Le troisième point, la MDPH, vous voyez aujourd'hui la maison départementale pour le handicap, où les dossiers sont instruits entre 18 et 24 mois. Ça, c'est une indignité de ce département. Alors que dans les autres départements, c'est 4 mois en moyenne. Donc là aussi, les moyens et une réorganisation sera faite par le nouvel exécutif pour permettre à des gens qui, malheureusement, on a tous des exemples en tête, des gens qui demandent une carte de handicap ou des aides à domicile, décèdent avant d'avoir une réponse. C'est malheureux à dire, mais les gens décèdent avant d'avoir une réponse de la part de la MDPH. Il y a la partie vidéoprotection. Le département aidera les communes qui le souhaitent à subventionner une partie de la vidéoprotection. Et parce qu'on a parlé de 5 points. La fiscalité. La fiscalité, Jean-Michel. La fiscalité pour laquelle ce département de la Seine-Saint-Denis a considérablement augmenté la seule part qui lui restait à sa main, c'est-à-dire la taxe foncière, c'est-à-dire sur les propriétaires, où là on a fait une très forte augmentation sur ces dernières années. Et avec un argument simple, voire simpliste, qui était tout ça étant à la faute aux gouvernements successifs, que nous sommes bien contraints d'augmenter la fiscalité pour pouvoir continuer à œuvrer au bénéfice de nos habitants. Moi j'en retiendrai quand même que par rapport aux critiques que nous entendons, la droite ne peut pas arriver à la tête du département de la Seine-Saint-Denis parce que vous ne pouvez pas comprendre la spécificité de ce département, vous ne pouvez pas répondre à la demande sociale si particulière, en bref vous ne seriez pas suffisamment représentatif. Je dis 4 fois faux parce que le département a bénéficié sur les 20 dernières années d'actions extrêmement fortes, structurelles, de développement de son territoire et par des gouvernements de droite et du centre qui se sont succédés et qui ont permis justement à notre territoire de se développer. 4 dates, c'est 1994, lorsque le gouvernement Balladur décide d'implanter le Stade de France sur notre territoire. Et on sait aujourd'hui, 20 ans plus tard, quels pouvaient être les bénéfices qu'ont pu apporter économiquement et en termes d'emploi l'apport du Stade de France, qui aurait pu se situer en Seine-et-Marne ou dans les Hauts-de-Seine, mais non, il fut décidé qu'il soit en Seine-Saint-Denis. 1996, ce sont les zones franches et la possibilité de défiscalisation sur certains emprunts sur les quartiers denses qui ont notamment bénéficié à la Seine-Saint-Denis. 94-96, deux gouvernements de droite et du centre qui ont bénéficié véritablement, qui ont fait bénéficier la Seine-Saint-Denis. 2002, et son architecte Jean-Louis Borloo a permis justement de mettre en œuvre l'Agence nationale de rénovation urbaine, et les 2 plus gros chantiers de France se trouvent précisément en Seine-Saint-Denis, c'est du côté de Moscou, du Gaillon, et c'est également sur le plateau de Clichy-Monterrey. Ce sont ces gouvernements qui ont véritablement répondu à la demande. Dernière chose enfin, C'est bien de la Seine-Saint-Denis qui a le plus grand nombre de... et c'est donc la Seine-Saint-Denis qui en profite, qui en bénéficie. Et enfin, c'est le Grand Paris Express, c'est sous le gouvernement Fillon, où il est décidé, et singulièrement notre territoire, de bénéficier d'un grand transport automatique, 24 heures sur 24, qui puisse justement desservir des secteurs comme ce grand modèle, comme le plateau de Clichy-Monterrey, et pouvoir relier les bassins d'emploi avec les bassins d'emploi. S'il devait y avoir 4 démonstrations à faire sur l'apport que la droite et le centre pourraient faire au bénéfice des habitants de ce territoire, c'est dans notre histoire récente, et c'est précisément dans le futur dans lequel nous nous inscrivons et dans lequel nous programmons de véritablement changer l'image de ce département. Oui, et puis il y en a marre de l'imposture socialiste. Il y a quelques années avec Philippe, tu découvres
Bruno découvre entre guillemets les joies du sport de mer en Seine-Saint-Denis. On est le seul département où il n'y a pas de soutien à la rénovation urbaine par le Conseil général. Zéro. Il faudrait qu'on m'explique pourquoi. On est les premiers bénéficiaires. Ils n'ont jamais mis un centime pour aider à l'amélioration du cadre de vie des habitants dans les quartiers les plus défavorisés. Et on nous explique que c'est eux qui sont sociaux, socialistes peut-être, sociaux certainement pas. Il nous racontait que l'État nous devait 1000 et quelques milliards, là, parce qu'il les a 1,4 milliard, etc. On n'a jamais vu la queue d'un depuis que François Hollande est venu à Noisy-le-Grand. Moi, quand il est venu au pouvoir, quand Valls est venu à Noisy-le-Grand, je me suis dit, ça y est, ils vont nous rendre le 1,4 milliard dont il parlait quand c'était Barthelone le président. Il paraît qu'il nous manquait 400 policiers avant l'élection de François Hollande. On en a 200 à 250 de moins aujourd'hui. Donc ça suffit. Ces gens-là considèrent que les habitants de la Seine-Saint-Denis sont des prisonniers électoraux. Dimanche, ils ont la clé pour ouvrir la porte. Il y en a marre. On nous raconte des histoires et on va, comme je disais, on vit de plus en plus mal. Et quand on est maire, ça devient de plus en plus compliqué de faire tenir la vie, entre guillemets, collective. Ceci étant dit, sur les subventions, c'est vrai qu'il n'y a pas d'aide directe, projet en rue, aide directe du département. Partout ailleurs, c'est le cas. Ceci étant dit, quand on regarde la géographie des subventions dans ce département, ça laisse songeur. Et d'ailleurs, ça a changé avec l'arrivée de Barthelone. C'est-à-dire qu'avant, on arrosait beaucoup ce qui était rouge, et maintenant, on arrose beaucoup ce qui est rose. Et pour le bleu, il faut vraiment aller pleurer, et encore, on n'obtient que des miettes. Moi, l'histoire de mon collège, je me marre parce que les socialistes sont en train de distribuer le tract à Pavillon, ils rappellent que le collège a été payé par le département. La bataille que ça a été, parce que la première décision de Barthelone en arrivant en 2008, c'était de supprimer le collège qui devait être construit l'année d'après. Et il a fallu qu'on se batte pendant 3 ans pour obtenir ce collège. Donc il y a un moment, il y en a marre, quoi. Donc nous, on veut aussi que toutes les villes soient traitées équitablement. Et c'est vrai pour l'investissement, mais c'est aussi vrai pour les subventions aux associations. Il faudra d'ailleurs y regarder de très près. Et je pense que voilà, la République, c'est la République pour tout le monde. Et dans ce département, je pense que la gauche a donné de mauvais exemples dans les dernières années, en remontant relativement loin. Et ça aussi, il faut qu'on y mette un terme et que ça change. En matière de clientélisme, moi j'ai une question à poser au président du conseil départemental. Pourquoi je sais pas moi, mais à travers vous et à la population. Pourquoi est-ce que les 2 piscines qui vont être subventionnées par le département se trouvent à Pierrefitte, ville socialiste, Clichy-sous-Bois, ville socialiste, et que la malheureuse ville de Duny, qui est une des plus pauvres du département, envoie depuis 20 ans, 25 ans, ses gosses à la piscine dans le département du Val d'Oise? Il faudrait qu'on nous réponde. Quelle est la raison? Ça tombe bien, c'est dans son canton. Puis alors, si vous me permettez, j'ose, est-ce que j'ose? La candidate et future conseillère départementale, nous l'espérons. J'ose dire une chose sur l'ANRU. En ce qui concerne Noisy, ils ont effectivement mis le paquet sur un secteur bien déterminé qu'on appelle les camemberts, avec une espèce d'esplanade magnifique, avec des bassins qu'ils ont mis en eau depuis 8 jours, parce qu'avant ça ne l'était pas, des enfants qui peuvent se noyer et tout le reste. Mais ce qu'ils ont oublié, c'est les autres quartiers. C'est-à-dire qu'en fait, toutes les finances de l'ANRU qui sont arrivées à Noisy ne sont arrivées que sur un seul quartier. Et pas pour les immeubles, pour l'extérieur. Parce qu'on est dans l'apparat complet ici. Voilà, excusez-moi. Le premier parti de ce département, c'est l'abstention. Comme partout en France, mais encore plus ici. Oui. Qu'est-ce que vous comptez faire cette semaine? Alors, il y a un peu entamé, parce qu'on est déjà mercredi, mais pour mobiliser justement les électeurs. Oui, jeudi. C'est bien dimanche, l'élection. Si jamais vous allez voter lundi, ce sera pas bien. Justement, c'est ça arrivé la semaine dernière, j'aurais dû savoir. C'est exactement ce qu'on veut faire comprendre à vos lecteurs, c'est que c'est dimanche que la porte s'ouvre. Qu'est-ce que la stratégie que vous avez mis en place cette semaine pour essayer de mobiliser les réserves? Écoutez, tous nos candidats, chacun des cantons, ont fait le maximum, effectivement, pour essayer de convaincre les électeurs d'aller voter. C'est vrai, la Seine-Saint-Denis vote toujours, quel que soit le type d'élection, on vote toujours entre 7 et 10 points de moins que la moyenne nationale. Quand on vote à peine 50% en France, on est à 40% Seine-Saint-Denis. C'est regrettable. Mais peut-être que c'est aussi le signe dans ce département qu'il y a une espèce de désespérance vis-à-vis de ceux qui sont aux manettes depuis tant d'années. Voilà. Au municipal, ça vote nettement mieux, et notamment dans nos communes. Et du coup, il y a pour les élections anciennement cantonales et départementales, on a vu ce que ça donne. Je pense qu'il y avait
beaucoup de gens qui se disaient, bon, dans tous les cas notamment des gens qui pourraient être proches de nous, qui se disaient, mais ça ne sert à rien de se déplacer, de toute façon ça ne changera jamais. Là, ils ont effectivement, pour la première fois, l'opportunité de faire basculer le département, et dans chacun des cantons, on a mis le paquet là-dessus, parce que je pense que si on obtient la même mobilisation qu'au municipal, on gagne. On gagne. Les réserves de voix dans chacun des cantons, elles sont essentiellement chez nous par rapport aux municipales qui ont été un succès pour la droite et le centre dans le département. C'est clair qu'il y a une part importante d'habitants de la Seine-Saint-Denis qui pensent que qui pensaient que ça ne pourrait jamais changer. Et même quand on le disait avant le premier tour, j'avais un doute. Pour la faute de l'avoir écrit. D'accord, C'est vrai. d'accord, Ouais, mais c'est pour la vrai. première fois, ils ont vu dans les chiffres que c'est le cas. Qui aurait imaginé qu'on puisse ici être en situation favorable, au point de déplacer le Premier ministre. Considérer que c'était une terre acquise, ad vitam aeternam, que les électeurs viennent menottes au poignet, voter socialiste, en général la corde au cou avant de se faire étrangler fiscalement. Enfin, voilà, la vérité c'est que c'est quelque chose qui était entre guillemets dans l'esprit de beaucoup d'électeurs inconcevable, et donc la semaine, elle est à leur dire, voilà, cette fois-ci c'est possible. Et ne ratez pas cette occasion-là parce qu'elle ne se représentera peut-être pas. Et alors, est-ce que Mais c'est pas juste, Juste ouais, un juste un peu. complément. Juste un complément. Quand on voit les programmes énoncés par les deux présidents de groupe, on a une droite qui s'adresse à tous les séquano-dionysiens. Moi, j'ai fait un débat chez vous face à Trousset. Il ne s'exprime qu'aux électeurs de gauche. Il zappe complètement, volontairement, tout autre électorat de droite ou finalement à convaincre. Et on fait venir des pachydermes du Parti Socialiste. Il faut qu'ils continuent, parce qu'à chaque fois qu'ils se dépassent, ça nous envoie des électeurs. Mais effectivement, moi je rêve que Manuel Valls vienne à Aulnay. Ce serait formidable pour cette campagne. C'est marrant, il dit la même chose pour Sarkozy, mais Oui, à l'inverse. mais juste, ouais, peut-être. Mais aujourd'hui, après avoir lancé l'apartheid, après avoir lancé des politiques de repeuplement, c'était des messages clairs en disant on va reprendre notre électorat captif, mais ils l'ont perdu, leur électorat captif. Et c'est ça le constat aussi de cette élection. Et notre discours s'adresse à tous les séquano-dionysiens, pas à l'électorat de droite traditionnel, à tous les électeurs. Vous savez, quand on entend Valls lundi venir ici en Seine-Saint-Denis pour fustiger les villes dirigées par la droite, en nous pointant du doigt, en disant regardez ce qu'ils font en matière sociale dans les villes de Seine-Saint-Denis, c'est une honte. C'est une honte. Moi, j'ai pas augmenté les impôts depuis 20 ans, j'ai divisé la dette par 3. Ceux qui payent des impôts, ça aussi c'est du social. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui n'en peuvent plus de payer des impôts en Seine-Saint-Denis à ce niveau-là. C'est catastrophique. Et donc, non seulement on gère mieux nos communes que les leurs, mais en plus, on pense aussi aux populations qui sont les moins favorisées. Et je le mets au défi, monsieur Valls, de venir au pavillon sous bois et de me dire quelles mesures antisociales auraient été prises et ce qui me classerait dans la catégorie des mauvais républicains. J'ai fait 82,82% au premier tour des municipales. Oui, mais c'est probablement qu'une bonne partie des mecs de gauche qui votent à gauche aux élections nationales votent pour moi aux élections municipales. C'est donc pavillon sous bois, on peut vivre au pavillon sous bois. Pour revenir sur les départementales, est-ce qu'il n'est pas un peu compliqué d'aller mobiliser des gens pour élire des conseils départementaux dont on ne connaît pas les compétences et pour des départements qui Je suis pas sûr. Je défends personne, hein, c'est une question. Hein. Mais monsieur Thomas, je suis pas sûr que ce soit plus compliqué. C'est en tout cas totalement scandaleux parce que c'est la première fois que le gouvernement se comporte comme si on était dans une république bananière, demandant d'élire des équipes dont on ne sait pas exactement quels sont les périmètres et les pouvoirs. Et c'est pour ça que le programme qui a été présenté par le candidat, qui d'ailleurs est un programme d'investissement social, j'y reviens dans un instant, il s'est basé sur les compétences actuelles du conseil départemental parce que contrairement à d'autres forces politiques, on n'est pas des escrocs et on ne va pas raconter des histoires. D'abord, se La mettre... vidéosurveillance, c'est pas censé rentrer dans les compétences. Pardon, c'est super... Puisque pour moi, dans les compétences Monsieur Thomas, générales, ils ont rétabli la clause de compétence générale. D'accord. Lors du vote à l'Assemblée le 12 mars, Avant de parler de on a supprimer eu les la départements et de l'inscrire dans la loi. Je rappelle quand même que c'est du fait... Là encore, moi j'interpelle directement les électeurs communistes, que je connais bien et que je fréquente depuis longtemps. Est-ce que vraiment vous allez aller remercier le gouvernement de supprimer la Seine-Saint-Denis? C'est dans la loi, c'est voté, la Seine-Saint-Denis cesse d'exister en 2020. Et vous voulez confier les clés aux socialistes? Vous n'êtes pas d'accord avec eux, il le disait tout à l'heure, sur la carte X, c'est ça ce qu'on est en train de vous demander concrètement? Et en matière de social, quand on dit qu'il faut 200 chargés d'insertion pour faire de l'investissement social et pas de l'assistanat, la réalité c'est que dans le département, la politique sur le RSA, c'est 2 milliards 500 000 €
c'est effectivement prends ton chèque et tire-toi, mais c'est pire que ça. Il y a encore 2 ans, ils refusaient de compter, en sortie du dispositif des RSA, les gens qui retrouvaient du boulot. On ne s'intéressait qu'à ceux qui étaient en formation ou qu'on faisait en suivi social au niveau santé et logement. On se moque de qui? Je veux dire, la ghettoisation ici par l'équipe Troussel-Bartolone, elle est volontaire pour tenir une clientèle électorale captive. La question, c'est est-ce que les gens se libèrent de la prison sociale que ces gens-là organisent et est-ce qu'ils viennent réellement dans de l'investissement social? Il y a une seule ville. Tiens, est-ce que aux dernières élections municipales, il y a une seule ville gérée par le centre ou par la droite dont les maires n'ont pas été réélus à 55 ou 60%? On veut faire croire que c'est le malheur dans les villes que nous gérons? C'est ça la vraie question. Quand je parle d'imposture socialiste et de colère, et la colère, il y a 3/4 des gens qui la partagent dans notre département, sinon ils auraient voté pour les candidats et M. Troussel, ça suffit. J'ai la chance de me balader pas mal en France, je ne vois pas d'autres départements où on se comporte comme ça vis-à-vis des électeurs. C'est un manque de respect, c'est un manque de dignité. Ce qu'il disait tout à l'heure, comment un type peut se balader le cœur en bandoulière et dire qu'il est socialiste et ne pas être foutu d'organiser la MDPH pour qu'un gars en fauteuil roulant, il ait rapidement sa carte et ses droits en moins de 4 mois. Et ça, c'est des gens de gauche. Ça devrait interpeller un militant communiste, un militant écologiste, et même des gens qui ont longtemps voté socialiste, qui sont restés à la maison pour les sanctionner. Ben, rester à la maison, ça ne suffit pas. Sanctionner, c'est aller battre les sortants. Il y a un vrai problème d'efficacité des politiques publiques dans ce département. Il y a vraiment un vrai problème. Et les pas recherchés. Et on est, voilà. Et je pense, et parce que voilà, c'est un mot qui doit leur faire peur. Quand on parle d'efficacité de la dépense publique, ils pensent tout de suite à coupe sombre dans les budgets, etc. On pense effectivement que malgré les difficultés à venir pour toutes les collectivités locales, parce que la baisse des 11 milliards d'euros des dotations, on a déjà vu cette année ce que ça veut dire. Dans les 2 années à venir, ça va être extrêmement compliqué. Les cocos manifestent, certains se font prendre en photo en slip de bain là, devant la mairie de Stein, et puis au 2e tour, ils se rabibocheraient pour tout d'un coup étant satisfaits de la politique de Valls. Bon, nous on pense qu'il y a effectivement dans ce département la possibilité d'être beaucoup plus efficace sur les politiques publiques et donc de dégager des moyens pour arriver à mener d'autres actions. Eux, il semble que ça leur fasse peur. Et c'est à mon avis ce qui nous différencie profondément. Un autre exemple encore sur la petite enfance. On sent que c'est purement idéologique. On est vraiment dans le dogme, c'est-à-dire que sur la petite enfance, ils ne veulent œuvrer que pour des crèches d'un certain type. Alors que le sens pratique appellerait que la puissance départementale puisse aider les crèches privées, les crèches associatives, les crèches d'entreprise. Dès que vous commencez à prononcer ces mots-là, entreprise, ah non, on ne peut pas, on est de gauche. Alors qu'aujourd'hui, vous avez quand même 6 000 refus de places de crèche dans le département chaque année, et qu'il n'y a que 1500 places qui soient accordées donc, aux familles, on le répétera encore et encore, donc le plus jeune de France. Donc, c'est-à-dire qu'il n'y a aucun sens pratique, pragmatique, pour pouvoir répondre quand même à la demande qui va toucher un nombre incroyable de familles. Tout ça par dogme, idéologie. Ce que nous proposons, c'est d'aller au-delà de ça. Sur les crèches aussi, il y a un vrai scandale quand vous parlez comment mobiliser les gens. Moi, je veux qu'on m'explique pourquoi dans les crèches départementales, j'ai la chance d'en avoir parce que je faisais partie du département de la Seine, pourquoi dans les crèches départementales, dans les commissions d'admission en mode d'accueil, on priorise une partie des familles qui n'ont pas d'emploi. Parce que moi, aujourd'hui, je suis noyé sous des... et c'est pour ça qu'on a besoin de crèches associatives, en l'occurrence. Moi, j'en ai créé 2 pour ça, pour le compte. Parce que en priorisant quelqu'un qui n'a pas d'emploi pour pouvoir le mettre en crèche, concrètement, vous avez des jeunes couples dont un des deux est obligé d'arrêter de travailler, de perdre son boulot parce qu'il a fait un enfant. Oui. Non mais on est socialiste là. Oui, oui. Je veux qu'on me dise. Et en plus, ils ont eu l'hypocrisie de vouloir faire croire que c'était la CAF. Moi, j'ai interrogé le président de la CAF, qui m'a clairement dit que lui, il n'était pas du tout dans ce truc-là. Donc c'est le département qui dit, on va réserver un nombre de places en crèche pour les gens privés d'emploi. Je croyais qu'il y avait des halte-jeux qui étaient là pour ça. Parce que quand vous cherchez du boulot, vous avez de temps en temps besoin de mettre votre gamin, mais le reste du temps, vous pouvez le garder. Quand vous avez du boulot et que vous êtes des jeunes couples et que vous perdez votre travail à cause du Conseil général, ça vaut quand même la peine, quand il parle des 6 000 refus, ça vaut quand même la peine de le faire. Et moi, juste une conclusion personnelle, je veux remercier Manuel Valls d'être venu à Noisy-le-Grand. Il a au moins permis... Il a ravi tout le monde alors. Mais bien sûr, il a au moins permis de lancer un message aux électeurs de Seine-Saint-Denis. Il leur dit, si vous êtes d'accord avec ma politique, votez pour moi. Et donc nous, on lui répond, bah, si vous n'êtes pas d'accord avec sa politique, votez pour nous. Sur le Front National, arrivé en tête à Tremblay, vous n'êtes pas sur une position commune, le MPUDI?
La réalité d'abord, faire barrage. la réalité vous, d'abord, c'est Nini. la réalité d'abord, c'est que c'est pas dans ce canton-là que l'avenir du département va se décider. Certes, mais la Bon, question peut quand même se poser. on peut se poser, mais c'est est quand un même national. à ramener à sa juste proportion, première chose. Et la deuxième chose, c'est qu'on a une position différente dans un canton dans lequel on est éliminé. Il y a deux partis qui sont partenaires, ils ont parfois des positions différentes, on respecte les positions des uns et des autres. Ceci étant dit, ça fait un moment que je suis persuadé que les conseillers des partis politiques donnés aux électeurs n'ont strictement aucun impact, si ce n'est parfois un impact contre-productif, parce que les gens en ont ras-le-bol qu'on leur dise ce qu'il faut faire. Donc les positions de l'UMP et de l'UDI sont claires. Il n'y aura jamais d'accord avec le Front National. Nous avons des programmes qui sont radicalement différents, et notamment en matière économique. Parce qu'il faut lire le programme de Marine Le Pen, il faut être assis pour le lire, parce qu'effectivement, il est plus proche de celui de Mélenchon que de celui de n'importe qui d'autre. Donc il est clair que UMP, UDI, on est sur les mêmes lignes, et on sait bien, et tout le monde a vu dimanche dernier combien ça a été payant. Les Français savent que l'alternative au Parti Socialiste, c'est effectivement nous. Donc on est clair là-dessus, il est clair pour nous, et Sarkozy l'a répété 20 fois, qu'il n'y aura jamais d'accord avec le Front National. Pour autant, ce que les électeurs feront ou doivent faire entre les deux tours, moi, en tous les cas, à titre personnel, je dis, il faut arrêter de mettre ça en avant. Ça ne fait que de faire le jeu du Front National, c'est le seul résultat qu'on obtient. C'est tout. Et il y avait un excellent Qui est papier... quand même le grand absent sur notre département. Oui, Voilà. et il y avait un excellent papier dans l'IB hier, dans la version Oui, numérique, qui expliquait et qui démontrait bien combien d'ailleurs les histoires de désistement pouvaient dans certains cas non pas jouer contre le Front National, mais pour le Front National. Donc je crois qu'il faut arrêter. Hein. En plus, le PS, je crois qu'il y a 68 de ces cantons où il n'y a pas eu de désistement malgré les consignes. Donc tout ça, c'est vu par les Français comme de la ratatouille des partis politiques. Il faut arrêter. Les Français sont majeurs et vaccinés. Notre rôle, c'est de leur expliquer la politique que nous voulons conduire, de dénoncer la politique du gouvernement actuel, et puis de leur démontrer que la politique de Marine Le Pen, franchement, sortir de l'euro, augmenter tous les salaires de 200 €, la retraite à 60 ans, mais qui peut croire un seul instant que ça serait possible? Donc il faut arrêter. Donc nous, on explique ce qu'on est, ce pourquoi on se bat. On a un accord électoral, et c'est là-dessus qu'il faut qu'on se concentre. Le reste, à mon C'est avis, surtout intéressant d'ailleurs que le département puisse sortir de l'euro. On va faire quoi? En dinars, en roubles, en dollars? Non mais il faut arrêter avec les propositions de guignol, quoi. Mais pour le reste, c'est pas là que ça se jouera. Et là où ça se jouera pour le compte, c'est dans les cantons où nous sommes là. Pour une raison très simple qu'on observe partout en France. Les seules fois où la gauche parvient à s'en sortir, c'est parce que des gens, au lieu de sanctionner les socialistes, se défoulent vers l'extrême droite. Et là, pour le compte, ils ont besoin de sanctionner et d'ouvrir une nouvelle page. Quand on est en colère, et je crois que vous avez vu, je me suis un peu dans mon département, quand on est en colère, il y a deux façons d'utiliser. Soit on casse tout, soit on construit. Ben, casser tout, ça ne fait pas mieux vivre. Se mettre à construire une autre aventure, ça nous fera mieux vivre. D'autres questions? Merci beaucoup. Alors. Merci beaucoup. Merci.